8e épisode, le Pont-Neuf. La troupe du seigneur Hérode est arrivée à Paris. Mais le duc de Vallombreuse n'a pas pour autant renoncé à ses sombres projets, séduire Isabelle et se venger de Sigognac. En effet, dès la première nuit dans la capitale, le baron a mis en fuite les hommes de main du jeune duc, qui s'apprêtait à enlever la jeune fille. Capitaine, la curiosité ne vous prend-elle pas d'aller visiter un peu cette ville, une des principales du monde et dont on fait tant de récits? Si cela vous est agréable, je vous servirai de guide. Connaissant de longue main pour les avoir pratiqués en mon adolescence, les récifs, écueils et bas-fonds de cette mer, périculaise aux étrangers et provinciaux. Nous sommes ici tout portés pour voir le spectacle. Le Pont-Neuf étant, pour Paris, le passage, rendez-vous et galerie péripathétique des nouvellistes, courtisanes, poètes, escrocs, tire-laines, battleurs, gentilshommes, bourgeois, soudards et gens de tous états. Votre proposition m'agrée fort, brave Hérode, mais prévenez Scapin qu'il reste à l'hôtel, et de son œil de renard surveille les allants et venants dont les façons ne seraient pas bien claires. Qu'il ne quitte pas Isabelle. La vengeance de Vallombreuse rôde autour de nous. Cette nuit, j'ai revu les 4 marauds que nous avons si bien accommodés à Poitiers. Ils traînaient leurs bottes dans les couloirs. Je ne pense pas qu'ils osent rien tenter de jour. Scapin, Blagius et Léandre garderont Isabelle jusqu'à notre retour. Mais de crainte de quelques querelles ou algarades par les rues, je vais prendre mon épée pour appuyer la vôtre au besoin. Ici se débitent les gazettes, les libelles, écrits satiriques et autres menus brochures colportées sous le manteau. Tout ce monde chimérique, à la nuit hâve, l'air fou, le vêtement délabré. Ne nous arrêtons pas à écouter leur billevesée. Nous n'en aurions jamais fini. Avançons de quelques pas et nous allons jouir d'un des plus beaux spectacles de l'univers. Voici le Pont-Neuf. Il n'est pas chargé comme le pont d'Auchange ou le pont Saint-Michel de 2 files de maisons. Pourquoi cela? Le grand monarque qui l'a fait bâtir n'a pas voulu que de chétives et maussades constructions obstruassent la vue du somptueux palais où résident nos rois et qu'on découvre de ce point en tout son développement. Le Louvre occupait splendidement la rive droite. La longue galerie réunissant le Louvre aux Tuileries, disposition merveilleuse qui permettait au roi d'être tour à tour, quand bon lui semblait, dans sa bonne ville ou dans la campagne, déployait ses beautés non pareilles. Au bout du jardin des Tuileries, vous pouvez voir les arbres du cours la Reine. Promenade favorite des courtisans et personnes de qualité qui vont là faire montre de leur carrosse. Ce qui m'étonne encore plus que la grandeur, richesse et somptuosité des bâtiments, tant publics que privés, c'est le nombre infini des gens qui pullulent et grouillent dans ces rues, places et ponts, comme des fourmis dont on vient de renverser la fourmilière, et qui courent éperdus de ça, de là, avec des mouvements dont on ne peut soupçonner le but. Il est étrange à penser que parmi les individus qui composent cette inépuisable multitude, chacun a une chambre, un lit, bon ou mauvais, et mange à peu près tous les jours. Quel prodigieux amas de victuailles! Combien de troupeaux de bœufs, de muids de farine et poinçons de vin il faut pour nourrir tout ce monde amoncelé sur le même point. Tandis que dans nos landes, on rencontre à peine un habitant, de loin en loin. Tout ceci n'est que de l'ordinaire. Tâchons de fendre la presse et de gagner les endroits où se tiennent les originaux du Pont-Neuf. Figures extravagantes et falottes qu'il est bon de considérer de plus près. Petit pâté chaud bouillant, approchez, messieurs, dames.
Petit pâté chaud, petit pâté bouillant. Approchez, approchez. Petit pâté bouillant. Eh, tenez, voici précisément le Périgourdin du Maillet, dit le poète crotté. Les uns prétendent que c'est un singe échappé de quelque ménagerie, mais il est folle, sale et ingrat. C'est donc bien un homme. Allons donc approcher. Voici l'arracheur de dents. Oui, mes amis, je me fais fort de vous ôter sans douleur Pour lui-même. les chicots les plus rebelles et les mieux enracinés. Mais retenez bien ceci, je ne les arrache pas. Je les cueille. Alors, que celui ou celle d'entre vous qui jouit d'une mauvaise denture s'approche sans crainte et je vais le guérir à l'instant. Par ici, mon garçon. Asseyez-vous là. Oui. Ouvrez grand la bouche. Là. Et menteur avec cela. Ah, il y a de tout sur ce pont. Peut-être même d'honnêtes gens, puisque nous y sommes. D'après le proverbe, on y serait passé sans rencontrer un moine, un cheval blanc et une drôlesse. Voici précisément un frocard qui se hâte en faisant claquer sa sandale. Le cheval n'est pas loin. Et pardieu, regardez devant vous, baron, cette rosse qui fait la courbette entre les piliers. Il ne manque plus que la courtisane. Nous n'attendrons pas longtemps. Oh, au lieu d'une, il en vient 3. La gorge découverte, fardée en haut de carrosse, et riant d'un rire affecté pour montrer leurs dents. Le proverbe n'a pas menti. Allez, tue! Allez, tue! Ne vous approchez pas, baron, et regardez-les se battre à 2 contre 2. En effet, Rien de tel pour faire s'attrouper les badauds. Et dans cette foule, les coups de bourse s'en perdent à loisir. les voilà qui cessent le combat et ont l'air de se réconcilier. Mais il me semble Quoi donc? Reconnaître ces individus qui, la nuit dernière, rôdaient dans les couloirs de l'auberge. Il est possible que cette querelle n'ait été qu'un coup monté pour vous attirer sur ce point, car nous devons être suivis par les émissaires de Vallombreuse. Un des bretteurs, sans vous laisser le temps de dégainer, vous eût porté, comme par mégarde, une botte assassine. Et au besoin, ses camarades vous auraient achevé. Cela me répugne de croire un gentilhomme capable de cette bassesse. S'il n'est pas satisfait d'une première rencontre, je suis prêt à croiser de nouveau le fer avec lui, jusqu'à ce que la mort de l'un ou l'autre s'en suive. C'est ainsi que les choses se passent entre gens d'honneur. Le duc sait bien que l'issue du combat ne pourrait que lui être funeste. S'il ne veut pas de l'épée, battons-lui au pistolet. Poussez-vous! Et là! Encore un coup manqué. J'avais pourtant promis à mon cocher 25 louis, s'il était assez adroit pour accrocher ce damné Sigognac et le rouer contre une borne, comme par accident. Décidément, mon étoile pâlit. Ce petit hobereau de campagne l'emporte sur moi. Isabelle l'adore et me déteste. Il a battu mes estafiers, il m'a blessé moi-même. Il faut qu'il meure. Oh. Vous n'êtes pas blessé, baron? Non, mais il s'en est fallu de peu. Ce cocher de malheur, vous voyez fort bien. Et je gagerai ma plus belle recette qu'il cherchait à vous écraser. Je ne serais nullement étonné que ce carrosse appartînt au duc de Vallombreuse. Et quelle pensée avez-vous là?
Ce serait une action infâme et scélérate, par trop indigne d'un gentilhomme. Quoi qu'il en soit, il est évident qu'on cherche à se défaire de vous. Il faut donc, mon cher capitaine, vous bien tenir sur vos gardes. Votre mort livrerait sans défense Isabelle aux entreprises du duc. Que pourrions-nous contre un si puissant seigneur, nous autres pauvres histrions? Tout en causant, les deux compagnons s'étaient avancés le long du Louvre. Ils durent bientôt se ranger pour laisser passer une cavalerie qui précédait la voiture du roi. Ils purent voir dans le carrosse le monarque, fantôme pâle, vêtu de noir, aussi immobile qu'une effigie de cire. Sigognac resta tout rêveur de cette apparition. En son imagination naïve, il se représentait le roi comme un être surnaturel, rayonnant dans sa puissance, fier, splendide, triomphal, plus beau, plus grand, plus fort que tous les autres. Et il n'avait vu qu'une figure triste, chétive, ennuyée, souffreteuse. Et quoi? Voilà le roi? Si son regard tombait sur moi, de misérable, je deviendrais riche, de faible, puissant. Mais comment penser que jamais il me découvre dans cette fourmilière qui grouille vaguement à ses pieds et qu'il ne regarde pas? Hé, Lampourde, c'est assez de dormir. Hein? Quoi? Mais me regarde pas avec ces yeux ronds. Je suis point un commissaire qui vient de quérir pour te mener au Châtelet. Il s'agit d'une affaire importante. Tâche de repêcher ta raison noyée au fond des pots et de m'écouter. La paix, Merdol, la paix. Écoute personne quand je suis gris. D'ailleurs, j'ai de l'argent. Beaucoup d'argent. Et avant cette nuit, détroussé un milord anglais et tout cousu de pistoles. Et je suis en train de manger et de boire ma part. Ce soir donc, les affaires sérieuses. Trouvez-vous à minuit sur le terre-plein du Pont-Neuf au pied du cheval de bronze. J'y serai. Et jouissant de tous mes moyens. Nous accorderons nos flûtes et conviendrons des sommes, car j'aime à croire qu'on ne dérange pas Jacquemin Lampourde pour des friponneries subalternes. Le vol m'ennuie. Je ne fais plus que l'assassinat. C'est plus noble. S'il s'agit de tuer, je suis votre homme, et encore faut-il que l'attaqué se défende. Les victimes sont si lâches parfois que ça me dégoûte. Un peu de résistance donne du cœur à l'ouvrage. Oh, pour ça. Et sois tranquille, tu trouveras à qui parler. Tant mieux. Il y a longtemps que je ne me suis escrimé avec quelqu'un de ma force. Sur ce, bonsoir. Bonsoir. Dans la soirée, Jacquemin Lampourde but et joua ce qui lui restait de pistoles, puis vers minuit se dirigea vers le Pont-Neuf. Mais Rindol était à son poste, occupé à regarder son ombre au clair de lune.
Les deux spadassins parlèrent à voix basse pendant assez longtemps. Ce qu'ils dirent, nous l'ignorons, mais en quittant l'agent du duc de Vallombreuse, Lampourde faisait sonner de l'or dans ses poches avec une impudence qui montrait combien il était redouté sur le Pont-Neuf. Et faisant de grandes enjambées, il se dirigea vers le cabaret du Radis couronné, sanctuaire habituel de ses libations au dieu de la vigne. C'était bien le plus abominable bouge qu'on pût imaginer. La salle où se tenaient les buveurs avait l'air d'une caverne. Les fumées des pipes et des chandelles avaient rendu le plafond aussi noir que l'intérieur des cheminées où l'on prépare les harensorts, les boutargues et les jambons. Jacquemin Lampourde trouva sans trop de mal l'homme qu'il cherchait. Triche pas, hein? Comment vont les affaires, Malartic, mon ami? Ouais, nous sommes dans une morte saison, ami Lampourde. Allez, serre-toi. Ma bouteille est encore à moitié pleine et tu vois, ton verre t'attendait. Merci. Morte saison, oui. Le roi habite Saint-Germain où les courtisans le suivent. Ça fait du temps au commerce. Il n'y a plus à Paris que des bourgeois et des gens de peu ou de rien. C'est une indignité. Sans un vieux cornard qui m'emploie à bâtonner les amants de sa femme, j'aurais pas gagné ce mois-ci de quoi boire de l'eau. On m'a pas commandé le moindre guet-apens. Le plus léger rapt, le plus petit assassinat. Ah, en quel temps vivons-nous, mon Dieu? On oublie les insultes comme les bienfaits. Les mœurs deviennent d'une fadeur qui me dégoûte. Je pense d'ici à peu pouvoir te procurer du travail. 5 pistoles! Je parie 5 pistoles que tu réussis pas ce tour-là, Agostine. Je tiens le pari! Chiquita! Va te placer le dos contre la porte. Une double haie de curieux formait une sorte d'allée d'Agostine à Chiquita. Enfin, le bras d'Agostine se détendit comme un ressort, un éclair brilla et le couteau alla se planter dans la porte juste au-dessus de la tête de Chiquita. Oh! Agostine alla détacher le couteau, retourna à son poste et cette fois fit passer la lame entre le bras et le corps de Chiquita impassible. Bien que l'assistance criât que c'était assez, Agostine recommença l'expérience de l'autre côté pour montrer que son adresse ne devait rien au hasard. Voilà un drôle qui n'est pas manchot. Ce coup de couteau à distance vaut mieux qu'une pistolade qui fait du bruit et semble appeler les sergents à l'aide. Ah oui, c'est un joli travail, mais si on manque son coup, on est désarmé. Pour moi, ce qui me charme, c'est la bravoure de la jeune fille. Ah, ça n'a pas 2 onces de chair sur les os et cela loge dans l'étroite cage de sa maigre poitrine un vrai cœur de lion. Elle me plaît, avec ses grands yeux fiévreux. Ah, je me connais en femme. Je puis juger la fleur d'après le bourgeon. Chiquita sera dans 2 ou 3 ans d'ici un morceau de roi. Ou de voleur. Mais venons-en aux choses sérieuses. J'aurais besoin de quelques braves à tout poil pour une expédition qu'on me propose. Voyons cela, l'ami. Une expédition assez compliquée et dangereuse. Je suis chargé de supprimer un certain capitaine Fracasse. Paladin de son métier qui gêne, à ce qui paraît, les amours d'un grand seigneur. Et pour ce travail, j'y suffirais bien tout seul, mais il s'agit aussi d'organiser le rapt d'une demoiselle aimée à la fois du grand et de l'histrion, et qui sera disputée au ravisseur par sa compagnie. Dressons une liste d'amis solides et sans scrupules. Que te semble de Picanter? Excellent. Mais il n'y faut pas compter. Il brandit à mon faucon. C'est donc cela qu'on ne voyait pas depuis quelque temps. Parce que c'est que la vie. Mais nous abandonnons pas des pleurnichements féminins. À défaut de Picanter qui doit être en la gloire du bon larron, prenons Cornebeuf. C'est un gaillard rablé et trapu, bon pour les grosses besognes.
Cornebeuf est présentement en voyage le long des côtes barbaresques. Et le roi le tient en estime si particulière qu'il l'a fait blasonner d'une fleur de lys. Pour le retrouver partout, au cas qu'il se perdît. Mais par exemple, Pied-Gris, Torgueul, la Râpée et Brindnari sont libres. Ces noms me suffisent. Ils appartiennent à des braves et tu m'aboucheras avec eux lorsqu'il sera temps. Allez, sur ce, achetons cette bouteille et tirons-nous grecs d'ici. Dame Léonarde, je vous ai fait venir car je sais que vous êtes une personne fort experte aux choses de l'amour, afin de me concerter avec vous sur les moyens de séduire cette farouche Isabelle. Une duègne qui a été jeune première doit connaître toutes les rubriques. Monsieur le duc fait beaucoup d'honneur à mes faibles lumières et ne peut douter de mon zèle à lui complaire en tout. Je n'en doute point, mais cependant, mes affaires n'en sont guère plus avancées. Que devient cette beauté revêche? Est-elle toujours entichée de son Sigognac? Toujours. La jeunesse a de ses entêtements bizarres. Mais comment ce Sigognac a-t-il pu se faire entendre d'une oreille si bien fermée aux propos des autres? Il était malheureux. Et pour ses âmes tendres, romanesques et fières, consoler est le plus grand bonheur qui soit. C'est à devenir fou de rage de penser que ce Hobereau réussit là où j'échoue. Et, entre les bras de sa maîtresse, se raille de ma déconvenue. Votre seigneurie peut s'épargner ce chagrin. La vertu d'Isabelle n'a reçu aucune brèche. La tendresse de ses amants est toute platonique. C'est pour cela qu'elle dure. Satisfaite, elle s'éteindrait toute seule. Mais est-il croyable qu'ils vivent ainsi chastement ensemble dans la licence des coulisses et des voyages? Il faudrait qu'ils fussent des anges. Isabelle en est un, à coup sûr. Quant à Sigognac, il lui obéit aveuglément et accepte tous les sacrifices qu'elle lui impose. S'il en est ainsi, que pouvez-vous faire pour moi? Allons chercher dans quelques tiroirs secrets de votre boîte à malice un vieux stratagème irrésistible, une fourberie triomphante qui me donne la victoire. Vous savez que l'or ne me coûte rien. À défaut de son âme, peut-être puis-je vous livrer son corps? Une fausse clé et un bon narcotique feraient l'affaire. Fi donc. Posséder une femme endormie, un corps inerte, une statue sans conscience. Jamais je ne descendrai si bas. Votre seigneurie a raison. La possession n'est rien si l'on n'a pas le consentement. Et je ne proposais cet expédient qu'à bout de ressources. Mais pourquoi, étant beau, riche, puissant à la cour, ayant tout ce qui plaît aux femmes, ne faites-vous pas tout simplement la cour à Isabelle? Et pardieu, la vieille a raison. Isabelle a beau être froide et vertueuse, elle n'est pas aveugle, et la nature n'a pas été pour moi si marâtre que ma présence inspire l'horreur. Et puis, je lui dirai des choses à quoi les femmes ne résistent point, avec ces regards qui fondent la glace des cœurs. Ce sera miracle alors si elle pense encore à ce petit Sigognac, duquel je saurais bien me défaire. Vous pouvez vous retirer, dame Léonarde, mais auparavant, prenez ceci. Ce n'est pas votre faute s'il se trouve en la troupe d'Hérode une pudicité invraisemblable. Merci, monseigneur. Aux ordres de votre seigneurie. Ça, Picard, il te faut surpasser et me faire une toilette triomphante. Je veux être plus beau que Buckingham s'efforçant de plaire à la reine Anne d'Autriche. Si je reviens à bredouille de ma chasse à la beauté, tu recevras les étrivières.
car je n'ai aucun défaut ou vice à dissimuler postichement. Votre seigneurie a la meilleure grâce du monde. Si monsieur le duc veut bien s'asseoir devant la glace et se tenir tranquille quelques minutes, je vais le testonner et l'adoniser de telle sorte qu'il ne rencontrera pas de cruel. Il faudrait que cette Péronnelle fût diantrement revêche et dégoûtée pour ne pas devenir subitement toute vive, amoureuse folle de moi. Mademoiselle Isabelle demeure en cette maison, je la voudrais voir. Il n'est pas besoin de la prévenir de ma visite. Donnez-moi seulement un laquais qui m'accompagne jusqu'à sa porte. Monseigneur, laissez-moi la gloire de vous conduire moi-même. Qui aurais-je l'honneur d'annoncer? C'est ici. Mademoiselle Isabelle est là, la clé est sur la porte. Qui aurais-je... Vous pouvez vous retirer. Je m'annoncerai moi-même.